j'ai vu les larmes de ma mère couler pour la première fois non pas par amour filial, mais par l'humiliation brute d'une serrure qui refusait de céder à ses supplications. Chaque Noël depuis mes 5 ans, ils m'ont abandonné comme un paquet cadeau indésirable, prétextant des affaires urgentes à Paris ou à Genève, me laissant avec un chèque froid et une nounou qui sentait le tabac froid. Et cette année, quand le vent glacial de Provence a fouetté leur manteau de fourrure hors de prix, j'ai ri en silence depuis mon observatoire, réalisant que la vengeance n'est pas un cri, mais un verrou tourné avec précision chirurgicale. Les lumières de Noël clignotaient déjà sur les Champs-Élysées quand j'ai compris, à l'âge de 7 ans, que les contes de fées étaient pour les autres. Paris, cette ville de rêve factice, s'habillait de ses plus beaux atours, les vitrines des galeries Lafayette scintillaient comme des joyaux volés, les odeurs de marron chaud et de vin chaud imprégnaient l'air glacé, et les familles entières déambulaient, bras dessus bras dessous, leur rire étouffant le bruit des klaxons. Mais dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, l'air était lourd d'un silence qui pesait comme du plomb. Mes parents, Henri et Claire de Montfort, étaient des piliers de la haute bourgeoisie parisienne, lui, un avocat impitoyable qui négociait des fusions d'entreprises comme on dissèque un cadavre, elle, une galeriste renommée qui vendait des toiles de maître comme si chaque coup de pinceau effaçait un peu plus son âme. Ils étaient beaux, charismatiques, le couple parfait pour les dîners en ville, mais à la maison, ils étaient des ombres, des silhouettes qui passaient sans me toucher. Ce Noël-là, 1995, j'attendais le retour d'un gala à l'opéra. J'avais 5 ans de moins, mais déjà l'instinct d'un animal blessé. La nounou, une Polonaise nommée Martha, m'avait bordé avec une histoire de Père Noël polonais qui punissait les enfants méchants en les emportant dans sa hotte. « Mais toi, petit Louis, tu es sage ?» avait-elle murmuré, son accent roulant comme un roulement de tambour. Sage ? J'étais invisible. À minuit, le téléphone a sonné. C'était ma mère, sa voix un peu altérée par le champagne. « Mon chéri, un imprévu. Papa et moi devons prolonger à Genève. Sois gentil avec Martha. On t'envoie un cadeau par coursier. Pas de je t'aime, pas de promesse. Juste un clic, et le vide. » Le lendemain, un paquet est arrivé, un train électrique en est un, et un chèque de 500 francs. J'ai pleuré en le déchirant, les morceaux flottant comme des flocons de neige factice sur le parquet ciré. Les années suivantes ont suivi le même script, avec des variations mineures pour pimenter l'illusion. À 8 ans, ils étaient à New York pour une exposition cruciale, j'ai passé la veillée seul devant la télé, mâchant un sandwich au jambon froid pendant que la petite maison dans la prairie diffusait des Noëls idéaux. À 10 ans, c'était un voyage d'affaires à Londres, j'ai trouvé le chèque glissé sous la porte, avec un post-it, « Pour tes études, mon grand. Bisous, maman. » Bisous ? Comme si un bout de papier pouvait combler le gouffre. Martha essayait de compenser, elle chantait des coldis polonaises, me faisait des pierniquis en forme d'étoile, mais ses efforts étaient des pansements sur une plaie ouverte. Elle voyait bien que je grandissais avec une coquille dure, un regard qui observait tout sans rien demander. « Louis, tu es fort comme un chêne, » me disait-elle. Mais les chênes ne pleurent pas, ils pourrissent de l'intérieur. À l'adolescence, le pattern s'est cristallisé en une routine toxique. Nos appartements changeaient du 7e à un hôtel particulier dans le 16e, puis un pied-à-terre à Neuilly, mais l'abandon restait constant. Henri, avec ses costumes sur mesure et son cigare cubain, me tapotait l'épaule lors de ses rares passages. « Fais comme nous, fiston. La vie, c'est le travail. Les sentiments, c'est pour les faibles. » Claire, toujours parfumée à la Chanel numéro 5, m'offrait des livres d'art. « Lis ça, ça t'ouvrira l'esprit. » Mais leurs yeux glissaient sur moi comme sur un meuble mal placé. À 16 ans, j'ai décidé de ne plus attendre. J'ai postulé en secret à Sciences Po, décroché une bourse, et fui leur ombre dorée. Paris, avec ses boulevards haussés et ses cafés enfumés, devint mon champ de bataille. J'étudiais la nuit, servais des cafés le jour, et chaque Noël, je m'enfermais dans une chambre de bonne sous les toits, écoutant les carillons de Notre-Dame comme un glas personnel. La fracture s'est élargie lors de mon premier Noël libre, à 20 ans. J'avais économisé pour un billet de train vers la Provence, rêvant d'un Noël anonyme dans un village perché. Mais le matin du 24, un appel, « Louis, reviens. Nous dînons chez les Rothschild. Ça pourrait t'ouvrir des portes. » Pas d'excuses, pas de regrets pour les 20 années de vide. J'ai raccroché, et pour la première fois, j'ai ressenti une braise, pas de la tristesse, mais une rage sourde, méthodique. C'est là que la graine de la revanche a germé. Pas une vengeance explosive, non, ça serait trop vulgaire pour des de Montfort. Non, une revanche froide,
architecturé comme un procès que mon père aurait pu plaider, mais où il serait le prévenu. Les études m'ont forgé. À Sciences Po, j'ai appris la stratégie, la manipulation des faits, l'art de retourner les faiblesses en armes. J'ai gravi les échelons, stage chez un cabinet d'avocats à la City, puis un poste à Bruxelles dans les affaires européennes. L'argent a suivi, d'abord goutte à goutte, puis en cascade. À 25 ans, j'étais consultant en fusion-acquisition, négociant des deals qui valaient des millions. Paris redevenait mienne, mais pas leur version clinquante, la mienne, avec ses ruelles sombres du Marais où l'on complote, ses bistrots anonymes où l'on noie les souvenirs dans un pastis amer. Et chaque Noël, je refusais leurs invitations laconiques, « Viens, on a une table chez la serre ». Je répondais par SMS, occupé. Joyeuse fête. Leur silence en retour était une victoire muette. Mais la braise couvait. À 30 ans, lors d'un Noël solitaire à Lisbonne, l'ironie du sort, une ville de nostalgie fado, j'ai croqué dans une madeleine trop sèche et revu tous les chèques, tous les post-it, toutes les absences. Pourquoi, me suis-je demandé, non pas à voix haute, mais dans le miroir craquelé de ma chambre d'hôtel. La réponse est venue comme un coup près, parce qu'ils m'avaient élevé pour être invisible, un accessoire dans leur tableau de chasse sociale. Et si j'inversais les rôles? Si je les forçais à mendier, à grelotter dans le froid qu'ils m'avaient infligé? L'idée a pris forme, un manoir. Pas n'importe lequel. Un bastion en Provence, symbole de leur lignée aristocratique qu'ils avaient vendue pour des contrats juteux. J'ai cherché en ligne, contacté des agents immobiliers discrets. 6 mois plus tard, j'ai signé pour Château des Ombres, une relique du XVIIe siècle nichée près d'Aix-en-Provence, tour de pierre, vigne centenaire, et une porte d'entrée massive, forgée pour défier les sièges. Préparer le terrain a été un plaisir sadique. J'ai restauré le manoir en secret, cheminée ronronnante, table dressée pour 10, lumière tamisée pour une fête inoubliable. J'ai envoyé l'invitation, chers parents, joignez-moi pour Noël au Château des Ombres. Adresse jointe. Pas d'excuse cette fois. Leur réponse, prompte et guindée, avec plaisir, mon fils. Nous arriverons le 24 à 18 h. Parfait. Le piège se refermait. Le 23 décembre, j'ai fait changer toutes les serrures par un artisan de confiance, un vieux provençal qui a haussé les épaules, pour les fantômes, monsieur? Pire, ai-je répondu. Pour les vivants. Le voyage vers le Château des Ombres, ce 24 décembre 2025, était une symphonie de contrastes qui me vrillait les nerfs comme une corde de violon tendue à rompre. La TGV filait à travers la France profonde, laissant derrière moi les tours de verre de la Défense pour plonger dans le ventre mou du pays, champs gelés du centre, villages endormis sous un manteau de givre, et enfin, la Provence, avec ses cyprès sentinelles dressés contre un ciel d'azur piqué de nuages cotonneux. J'étais assis en première, un verre de Bordeaux à la main, mais le vin coulait comme de l'eau claire sur ma langue. Mon reflet dans la vitre me renvoyait un homme de 35 ans que je reconnaissais à peine, costume anthracite taillé sur mesure chez un artisan de la rue du Faubourg Saint-Honoré, cheveux poivre et sel coupés courts pour masquer les nuits blanches, et des yeux ces yeux d'un bleu acier qui avaient appris à ne rien trahir. Louis de Montfort, l'héritier fantôme, devenu le maître des ombres. Les souvenirs affluaient par vagues, non pas doux comme une marée montante, mais acides comme un reflux gastrique. À 22 ans, fraîchement diplômé, j'avais tenté une réconciliation pathétique. J'avais débarqué sans prévenir à leur dîner annuel chez Maxim's, où les lustres en cristal pleuraient des larmes de lumière sur des convives en smoking et robe de soie. Surprise, avais-je lancé, un bouquet de lys à la main en fleurs funèbres, ironie que je n'avais pas vue. Henri avait levé un sourcil, sa fourchette suspendue au-dessus d'un foie gras. « Louis? Qu'est-ce que tu fais là ?» Claire, plus diplomate, avait souri. « Assieds-toi, mon chéri. » Mais pas de scène, s'il te plaît. Pas de scène. Comme si ma vie était un opéra qu'ils mettaient en pause. J'avais tenu 1 heure, écoutant leurs anecdotes sur des clients célèbres, riant au bon moment, mais à l'intérieur, une fissure s'élargissait. En partant, Henri m'avait glissé une enveloppe, pour tes débuts. 5 000 €. Et appelle plus souvent. J'avais déchiré l'enveloppe dans le métro, les billets volant comme des confettis moqueurs. Cette fêlure m'a propulsé. À Bruxelles, j'ai travaillé comme un damné, rapport à l'aube, négociation jusqu'à minuit, apprenant que le pouvoir n'est pas dans les titres, mais dans les silences qu'on impose. J'ai gravi, de junior à senior en 3 ans, puis Paris, un bureau au cœur de l'île de la Cité avec vue sur la Seine scintillante. L'argent coulait, prime de 200 000 € après un deal avec une banque qatari,
puis un bonus qui m'a permis d'acheter mon premier appartement, un loft minimaliste dans le 11e, où chaque meuble était choisi pour son absence de sentimentalité. Mais les Noëls restaient des plaies vives. À 28 ans, j'ai tenté l'amour, une avocate nommée Élise, aux cheveux roux et au rire comme un carillon. Nous avions prévu un Noël à Deauville, huîtres, feu de cheminée, promesses chuchotées. Mais le 23, appel de Claire, viens, Louis. Papa est malade. Juste pour une nuit. J'y suis allé, laissant Élise en larmes. Henri n'était pas mourant ou une grippe, exagérée pour le drame. Le lendemain, Élise avait rompu, tu choisis toujours eux. Elle avait raison. L'amour, pour moi, était un luxe que je ne pouvais pas me permettre, il exigeait de la vulnérabilité, et la mienne était enterrée sous des couches de béton. Seul dans le train, je revoyais Élise comme un fantôme bienveillant, me rappelant que la solitude forge des armes. À 30 ans, j'avais mon réseau, des banquiers suisses, des politiques belges, des entrepreneurs italiens qui me devaient des faveurs. Le château des ombres n'était pas qu'un achat, c'était un statement. J'avais investi 2 millions, rénovation des fresques Renaissance, installation d'un système de sécurité high-tech aux caméras discrètes, alarmes silencieuses et une cave à vin remplie de crus bordelais que mes parents adoraient. L'agent immobilier, un méridional loquace, m'avait dit, c'est un endroit pour les âmes tourmentées, monsieur. Les murs ont vu des duels, des amours maudits. Parfait. Les miens en verraient un nouveau. À Aix, j'ai loué une berline noire, serpenta sur des routes bordées d'oliviers torsadés, jusqu'au domaine. Le château se dressait comme un géant bienveillant, pierre ocre chauffée par un soleil bas, vignes alourdies de grappes fantômes, et l'air embaumant le thym et la lavande séchée. À l'intérieur, le festin attendait, dinde rôtie farcie aux truffes, bûches de Noël au chocolat noir, et un sapin géant orné de boules en verre soufflé de Murano. Mais pas de cadeau sous l'arbre, seulement une boîte vide, symbolique. J'ai inspecté les serrures, solides, inviolables sans clé. Puis, ascension vers la tour ouest, mon observatoire, une pièce au mur tapissé de velours vert, avec une baie vitrée donnant sur l'entrée. De là, j'avais une vue imprenable, la grille forgée, l'allée gravillonnée, et au loin, les lumières d'Aix clignotant comme des promesses non tenues. Le soir tombait, un crépuscule provençal aux teintes safran et indigo. J'ai enfilé un pull en cachemire, allumé un feu dans la cheminée au craquement joyeux, flamme dansante et ouvert une bouteille de Château Margaux 1982. Le vin était velouté, fruité, avec une pointe d'acidité qui rappelait le goût de mes larmes d'enfant. À 17h45, les phares d'une Mercedes ont troué l'obscurité, ils étaient là, pile à l'heure, comme des invités modèles. Henri, raide dans son ulster gris, sac de voyage à la main, Claire, élégante en tailleur pantalon Hermès, un foulard en soie noué avec soin. Ils ont gravi l'escalier du perron, frappé à la porte aux 3 coups polis. J'ai attendu, le cœur battant d'un rythme lent, délibéré. Pas de réponse. Ils ont frappé plus fort. Puis, la sonnette, insistante comme un cri étouffé. Depuis ma tour, je les observais, minuscules silhouettes sur l'écran de la caméra reliée à mon téléphone. Claire a sorti son portable, Louis ? C'est nous. La porte ? Voix légère, encore. Henri, plus pragmatique, a essayé la poignée, verrouillée. Bizarre. Il a dû oublier. Oublier ? Ironie divine. Ils ont attendu 10 minutes, 15, le froid mordant leurs joues. Claire a enlevé son manteau, le serrant contre elle, Henri a allumé une cigarette, exhalant des volutes qui se dissolvaient dans l'air gelé. À 18h30, l'impatience a craquelé leur façade, appelle-le encore, a sifflé Henri. Il est peut-être en retard lui-même. Non. J'étais là, sirotant mon vin, et écoutant leur voix amplifiée par les haut-parleurs discrets. La braise était devenue feu, pas destructeur, mais purificateur. Ils ont sonné sans relâche, puis cogné, criant mon nom. Louis. Ouvre. C'est Noël, bon sang. La nuit s'épaississait autour du château comme une cape de velours noir, parsemée d'étoiles indifférentes qui clignotaient au-dessus des pins parasols. Depuis ma tour, le spectacle était théâtral, presque opératique, mes parents, ces titans de la société parisienne, réduits à des silhouettes pitoyables tambourinant à une porte close. Claire, d'habitude si composée, agitait les bras, son foulard voltigeant comme un drapeau de reddition, Henri, les poings serrés, scrutait les fenêtres sombres comme s'il pouvait forcer l'ombre à céder. J'avais installé un micro directionnel, un gadget high-tech acheté à un contact à Genève, leur voix me parvenait claire, crue, dépouillée de leur vernis mondain. Il nous fait une blague idiote,
grogna Henri, sa voix rauque de tabac et de frustration. À son âge? Ridicule. Et c'est la clé de la grille arrière. Claire fouilla son sac, je n'en ai pas. Il a dit par l'entrée principale. Louis. Sors de là, c'est pas drôle. Pas drôle? Oh, si, infiniment. Chaque coup sur le bois résonnait en moi comme un écho des Noëls enfouis, le silence de notre appartement en 2000, quand j'avais attendu jusqu'à l'aube, la neige fondue sur mes épaules à 12 ans, errant seul sur les quais de Seine pendant qu'ils sirotaient du Porto à Vienne. J'ai zoomé sur l'écran, leurs haleines formaient des nuages blancs, leur nez rougissait sous le gel. À 19h, la panique a pointé, Claire a composé mon numéro, encore et encore. J'ai laissé sonner, le vibreur dans ma poche comme un pouce second. Puis, pour pimenter, j'ai répondu aux voix calmes, distantes, oui. Louis. Ouvre cette porte. On gèle ici. Sa voix chevrotait, un mélange de colère et de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais montré. Maman? C'est toi. J'entends mal. Mensonge. J'entendais tout, le tremblement de ses mots, le juron étouffé d'Henri. C'est une farce stupide. Laisse-nous entrer. J'ai ri, un rire bas, contrôlé, entrer où? Je suis à Paris, pour un dîner d'affaires. Vous êtes au château? Silence assommé. Quoi? L'invitation. Tu nous as invités. Ah, ça? Une erreur de date, sans doute. Joyeux Noël. J'ai raccroché, le cœur gonflé d'un plaisir noir, viscéral. Ce n'était pas de la haine pure au non, plus profond, une dissection méthodique de leur ego. Henri, l'avocat invincible, qui avait ruiné des familles pour un centime, Claire, la reine des vernissages, qui collectionnait les compliments comme des trophées. Les voir ainsi, désarmés, c'était rééquilibrer la balance. Ils ont contourné le château, cherchant une issue, la grille latérale, verrouillée, la porte de service, cadenassée. Henri a tenté d'escalader un muret bas, glissant sur le gravier mouillé, jurant en provençal appris dans ses vacances d'enfance. Claire, pragmatique, a appelé un taxi, non, pas pour rentrer. Un hôtel à Aix. Et un serrurier. Dites-lui urgence. Le mot urgence dans sa bouche sonnait faux, comme un accessoire mal choisi. Pendant ce temps, je dînais seul, la dinde était succulente, la peau croustillante imprégnée de romarin du jardin, le vin coulant comme du sang chaud. La bûche suivit, son glaçage craquant sous la cuillère, mais le vrai dessert était leur désarroi, diffusé en direct sur mon iPad. À 20h, le serrurier arriva, un gaillard bedonnant dans une fourgonnette éclairée de néons oranges, outils cliquetant comme des instruments de torture. Bonsoir, monsieur dame. Porte coincée. Henri, humilié, balbutia, mon fils. Il a oublié les clés. Ouvrez, s'il vous plaît. Le serrurier haussa les épaules, inspecta la serrure, belle pièce, forgée à l'ancienne. Ça prendra du temps. 300 € l'heure, plus frais de nuit. Claire pâlit, faites vite. C'est Noël. Ironie, pour une fois, ils vivaient le vrai Noël, celui des exclus, des oubliés. Je les observais, zoomant sur leurs visages, les rides d'Henri, creusées par la lumière crue de la lanterne, les yeux de Claire, brillants non de joie, mais de larmes retenues. À 21, lors d'une rare visite, elle m'avait confessé, un verre de chardonnay à la main, Louis, on t'a négligé. Les affaires. C'est vorace. J'avais hoché la tête, ravalant ma rage, vorace comme quoi, maman? Comme un loup? Elle avait ri, mal à l'aise. Ce soir, le loup, c'était moi. Le serrurier s'activait, perceuse vrombissante, métal grinçant. Il piétinait, se disputant à voix basse, c'est ta faute, Henri. Tu l'as toujours poussé à l'indépendance. Et toi? Avec tes absences. Il nous haït. Haïr? Non. Je les disséquais, couche par couche, exposant la chair tendre sous l'armure. À 21h30, la porte céda dans un craquement sinistre, comme un os qui se brise. Ils entrèrent, titubant dans le hall lambrissé, allumant les lumières d'un geste fébrile. Le sapin les accueillit, ses boules scintillant comme des yeux moqueurs, la table dressée, intacte, un festin pour des fantômes. Louis, appela Claire, voix éraillée. Silence. Ils fouillèrent, cuisine vide, chambre froide, jusqu'à la tour. Je les entendais monter l'escalier en colimaçon, pas lourd sur la pierre.
La porte de l'observatoire s'ouvrit, je me tenais là, dos à la fenêtre, une flûte de champagne à la main. « Bonsoir », dis-je simplement. Henri explosa, « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Nous faire poireauter dehors comme des mendiants. » Claire, plus subtile, s'approcha, « Mon fils. Pourquoi ?» Je souris, un sourire qui n'atteignait pas les yeux, « Pourquoi ? Parce que chaque Noël, vous m'avez oublié. Cette année, c'est à votre tour d'attendre. » La confrontation fut un ballet de mots aiguisés. Henri tempêtait, accusant l'ingratitude, Claire pleurait, évoquant les sacrifices on t'a donné tout, éducation, non. Je les laissais vider leur sac, notant chaque faille, la culpabilité enfouie d'Henri pour son père absent, l'ambition dévorante de Claire née d'une enfance misérable à Lyon. À minuit, quand les cloches d'Aix sonnèrent, je levai mon verre, à la famille. Celle qu'on choisit, ou qu'on forge dans le feu. Ils mangèrent en silence, le festin amer dans leur bouche. La nuit s'étira, confession suintant comme du pu, Henri avoua un adultère en 2005, qui l'avait éloigné, Claire, une dépression masquée par les vernissages. Je n'absolvais pas, je cataloguais. À l'aube, ils partirent, brisés, promettant un Noël réparateur. Mais la réparation, pour moi, était déjà faite, dans leurs yeux, j'avais vu la peur de l'abandon qu'ils avaient semé. Pourtant, au fond de moi, une fissure, était-ce victoire, ou écho de leur vide? Le château, soudain trop grand, résonnait de silences nouveaux. J'ai descendu la colline, vers Aix, où les marchés de Noël exhalaient encore des odeurs de vin chaud. Un café anonyme, un croissant tiède, la vie reprenait, mais changeait. La revanche avait goût de cendre sucrée. Les jours suivant Noël 2025 s'étirèrent comme une toile grise sur la Provence, un hiver clément qui masquait mal les bourrasques intérieures. Le château des ombres, vidé de ses intrus, redevint mon sanctuaire, murs épais absorbant les échos de la nuit fatidique, vigne nue attendant le printemps comme moi une renaissance. J'errais dans les couloirs, touchant du bout des doigts les tapisseries fanées aux scènes de chasse médiévale où des seigneurs traquaient des proies innocentes. Ironie, j'avais été le lièvre, et maintenant, le chasseur. Mais la chasse achevée laisse un arrière-goût de vide, une nausée qui monte quand l'adrénaline retombe. J'ai appelé mon thérapeute à Paris, un Viennois expatrié nommé Dr Keller, voix rocailleuse au téléphone, « Louis, la vengeance est un miroir. Qui voyez-vous ? Leur reflet, ai-je répondu. Et le mien, fracturé. Les mai arrivèrent le 26, Claire, d'abord, un pavé larmoyant, « Mon chéri, ce que tu as fait. C'était cruel, mais je comprends. On t'a blessé. Pardonne-nous. » Dîner à Paris en janvier. Henri, plus laconique, « Fiston, parlons affaires. Ton manoir vaut une fortune. Partenariat. Affaires. Toujours. » J'ai effacé sans répondre, mais leurs mots creusaient, la psychologie humaine est un labyrinthe, et la mienne, truffée de pièges. À 35 ans, j'avais lu Freud, Jung, des essais sur le trauma familial non pour guérir, mais pour armer. Le trauma, c'est une arme à double tranchant, il forge la résilience, mais ronge l'âme comme de l'acide. Mes nuits post-Noël étaient peuplées de rêves, moi enfant, courant après une voiture qui s'éloigne dans la neige parisienne, dehors, main nue sur la porte, suppliant. Réveil en sueur, le cœur cognant comme un marteau. Pour exorciser, je repris le travail, visioconférence avec Bruxelles, deals à négocier sur des fusions agroalimentaires. Le château devint QG, bureau improvisé dans la bibliothèque, étagère croulant sous des traités de droit romain et des bouteilles de cognac poussiéreux. Mais le téléphone sonna le 2 janvier, numéro inconnu. Louis de Montfort ? Voix masculine, éduquée, avec un accent du Sud. Ici, le notaire de votre famille, maître Duval. Votre père. Henri. Il veut contester l'héritage. Héritage ? Henri n'était pas mort, il complotait. Duval expliqua, Henri, vexé, arguait que le manoir, financé par des fonds familiaux indirects, mes propres salaires, ironie, lui revenait. Absurde, dis-je. Prouvez-le. La bataille s'annonçait, avocat, paperasse, un cirque judiciaire qui puait le règlement de compte. Je plongeai dedans, contactant mon cabinet, préparer un dossier blindé. Les nuits s'allongeaient, lecture de contrats jaunis, mes assassins à Duval. Mais sous la fureur, une faille, et si c'était leur façon de me forcer à les voir ? Claire appela, Louis, Henri est obsédé. Il dit que tu le hais. Pas de haine, maman. Juste des comptes.
Elle sanglota, on a merdé. Mais tu es notre sang. Sang. Mot chargé, poisseux. Je raccrochais, marchais dans les jardins gelés, où le sol craquait sous mes bottes. La Provence hivernale est impitoyable, mistral coupant, olivier tordu comme des âmes en peine. Assis sur un banc de pierre, je revis ma naissance, 1990, hôpital privé du 16e, Claire sous anesthésie, Henri signant déjà un contrat dans le couloir. Un fils pour l'héritage, avait-il dit à un ami. Pas pour l'amour. La contre-attaque fut chirurgicale. J'embauchai une détective privée, une ex-flic nommée Sophie, aux yeux de fouine et au réseau tentaculaire. Fouiller leur passé, ordonnai-je. Résultat en une semaine, facture d'hôtel à Genève, adultère d'Henri, 2002 à 2010, dette cachée de Claire, achat compulsif pour combler le vide, et un trust familial détourné pour leur voyage d'affaires. Armes prêtes. Au tribunal d'Aix, le 15 janvier, la salle sentait le bois verni et la sueur froide. Henri, cravate serrée, plaidait « Mon fils abuse de notre générosité ». Mon avocat riposta, preuve à l'appui, Monsieur de Montfort a financé seul. Vos générosités étaient des miettes. Le juge, un vieux renard, haussa un sourcil. Affaire classée en 2 heures, manoir à moi, plus dommage pour harcèlement moral. Henri explosa en sortant, tu me ruines pour une blague de Noël? Claire, pâle, arrêtés, tous les deux. Je l'ai fixé, ce n'était pas une blague. C'était un rappel. Dans la voiture qui me ramenait, euphorie mêlée de nausées. Victoire, mais pyrrhique. Keller, en session Zoom, la revanche guérit-elle? Partiellement. Mais elle creuse plus profond. Il hocha la tête, c'est le cycle. Brisez-le, ou devenez-eux. Printemps 20, amandier en fleurs, air tiède chargé de jasmin. Je rouvris le château aux amis rares, choisis, un banquier hollandais, une artiste berlinoise. Dîners animés, rires qui chassaient les ombres. Mais Claire réapparut, seule, en mai, Louis, parlons vraiment. Thé sur la terrasse, vue sur les collines bleues. Elle parla, enfance pauvre, mariage pour l'argent, moi comme projet plutôt qu'enfant. On t'aimait, à notre façon. Façon? La mienne exige plus. Larmes, vraies cette fois. Je ne pardonnais pas, j'absorbais. Henri suivit, en juin, bouteille de Bordeaux en paix, fiston, trêve. Nous bûmes, évoquant mon grand-père, chasseur impitoyable. Tu lui ressembles, dit-il. Et toi, à ton silence. L'été passa en deals fructueux, une fusion qui me rapporta 1 million net. Automne, vendange au château, raisins écrasés sous les pieds, jus rouge comme du sang versé. Noël futur? Pas d'invitation. Mais un mail de Claire, novembre, on vient quand même? J'hésitais, puis, la porte est ouverte. Pas de verrou, cette fois. La revanche avait cicatrisé, reste-t-elle une cicatrice? L'approche de Noël 2026 fut un tourbillon feutré, un prélude à une danse incertaine où chaque pas risquait de rompre l'équilibre précaire. Le château des ombres, baigné d'une lumière automnale dorée, exhalait des odeurs de feuilles mortes et de terre humide, comme si la Provence elle-même retenait son souffle. J'avais passé l'année à consolider, extension du domaine, une piscine chauffée creusée dans la roche, et des consultations avec Keller qui déterrait des racines pourries. Le pardon n'est pas amnésie, disait-il. C'est choix. Choix? Le mien était suspendu, comme une épée de Damoclès au-dessus de la table de Noël. Claire et Henri arrivèrent le 23, cette fois sans Mercedes clinquante, une vieille Peugeot, symbole humble. On a vendu la voiture, expliqua Henri, bagage modeste à la main. Pour recommencer. La porte s'ouvrit sans heure aux serrures neuves, mes clés en évidence sur le chambranle. Ils entrèrent, hésitants, comme des pèlerins dans un temple profane. Claire, cheveux grisonnants lâchés, portait un pull tricoté main, Henri, sans cravate, semblait rapetissé. Le sapin les accueillit, chargé de guirlandes artisanales de villages provençaux. C'est magnifique, murmura-t-elle, touchant une boule en verre peint d'une crèche. Dîner ce soir-là, non un festin, mais un repas simple au daube provençal mijoté des heures, pain croustillant du boulanger d'Aix, vin du domaine voisin. Nous mangeâmes en silence d'abord, fourchettes tintant comme des diapasons mal accordés. Puis, les mots coulèrent, pas d'excuses théâtrales, mais des fragments vrais. Henri, j'ai démissionné. Plus d'avocat. Je plante des vignes ici, si tu permets.
Claire, moi, je vends des toiles locales. Plus de galeries snob. Écouter fut une épreuve, leur voix, éraillée par l'âge et le regret, dépeignait un tableau que j'avais esquissé en rage, mais jamais cru. L'abandon n'était pas malice, mais fuite, Henri fuyant son propre père tyrannique, Claire son enfance de misère. Tu étais notre bouclier, dit-elle. On t'a brisé pour se protéger. Bouclier? J'avais été cher à Canon. Pourtant, sous la table, ma main trembla au pas de colère, mais d'une tendresse enfouie, comme un bourgeon sous la glace. La nuit, seul dans ma tour, je revécus la scène, leur rire forcé devant le feu, Henri contant une anecdote de chasse ratée, Claire fredonnant un Noël Carole appris à Lyon. Sommeil agité, rêve où la porte verrouillée s'ouvrait sur un vide hurlant. Le 24 fut rituel, marché de Noël à Aix, stands odorants de calisson et de santon. Il marchait à mes côtés, pas imposé, mais naturel. Henri acheta un santon de berger boiteux, comme moi. Claire, une crèche en argile, pour nous trois. Retour au château, veillée, pas de cadeaux somptueux, mais des lettres. La mienne à eux, vous m'avez appris la solitude. J'en ai fait une force. Merci. La leur, commune, on recommence. Pas parfait, mais présent. Larmes, mienne cette fois rare, salée, libératrice. Minuit sonna, nous trinquâmes au pastis, anisé et clair comme un nouveau départ. Mais le 25, la faille béa, Henri, éméché, lâcha, l'an dernier. C'était pour te tester. Tester? Rage remonta, acide. Me tester? Comme un cobaye? Claire intervint, non, Henri. C'était notre faute. Dispute éclata, mots comme des coups de fouet, écorchant les chairs à vif. Tu nous as humiliés, cria-t-il. Et vous, moi pendant 20 ans, hurlai-je. Claire pleura, arrêtez. Où on repart. Silence tomba, lourd. Je sortis, marchai dans la nuit étoilée, Mistral fouettant mes joues. Sous un olivier centenaire, assis sur l'herbe humide, je compris, la famille n'est pas idylle, mais guerre de cicatrices, de trêves fragiles. Retour au château, ils attendaient, visage tiré. Restons, dis-je. Mais plus de tests. Les jours suivants furent patchwork, promenade dans les vignes, où Henri planta ses premiers cèpes, atelier avec Claire, peignant des toiles naïves du paysage. Rire sporadique, silence profond. Départ le 28, embrassade gauche, promesse de visite. Seul, le château résonna différemment, non vide, mais plein d'échos futurs. Appel à Keller, j'ai choisi. Pas pardon total, mais cohabitation. Sage, répondit-il. L'humain est chaos. Maîtrisez-le. Hiver 2027, ils revinrent, aidant aux vendanges précoces. Printemps, Claire exposa ses toiles au village. Été, Henri vendit son premier vin, étiqueté ombre réparée. Moi? 10 florissants, mais plus d'observatoire, plus de verrous. La revanche avait muté, en leçon, en lien ténu. Pourtant, une nuit de Noël suivant, réveillé par un craquement, je vis une ombre dehors pas eux, mais un renard, yeux luisants. Symbole, la sauvagerie persiste, mais apprivoisée. 2 ans après la nuit du verrou, le château des ombres s'était mué en un havre improbable, un bastion où les fantômes familiaux dansaient une valse hésitante plutôt que de hanter les couloirs. La Provence, généreuse en soleil couchant qui peignait les vignes en or liquide, semblait conspirer pour adoucir les angles vifs de notre histoire. Henri, les mains calleuses de terreau et de sécateur, supervisait ces parcelles avec une ferveur quasi religieuse, ce vin sera notre legs, Louis. Pas d'argent, mais du temps infusé. Claire, transformée en une artiste du terroir, vendait ses toiles aux touristes d'ex-scènes de marchés provençaux, avec des figures aux yeux hantés qui rappelaient nos propres regards. Moi, oscillant entre Paris et le domaine, gérais des empires financiers par écran interposé, mais rentrais chaque soir pour des dîners où les couverts teintaient comme des promesses tenues. La psychologie de la réparation est un terrain miné, un faux pas, et tout explose. Keller, lors de nos sessions mensuelles, disséquait, vous avez inversé les rôles, Louis. Maintenant, assumez le vulnérable. Vulnérable? Le mot me hérissait, évoquant l'enfant grelottant sous les lumières de Noël parisiennes. Pourtant, les fissures s'élargissaient, un appel de Claire en mars 2028, voix brisée, Henri a un cancer. Foi. Avancé. Le monde bascula. Paris devint flou, je filai sud, trouvant Henri dans la cuisine, palmé droit,
pas de pitié, fiston. Juste. Reste. Les mois suivants furent un kaléidoscope de chimio, d'hôpitaux niçois aux couloirs aseptisés, de nuits veillées où Claire lisait des poèmes de Verlaine à voix haute, sa main dans la mienne. Henri, dur à cuire, craqua une fois, j'ai tout gâché. Toi, le premier. Je serrai son épaule, gâché? Réparé, maintenant. Sa mort, en octobre, fut discrète, un dernier coucher de soleil sur les vignes, un verre de son vin aux lèvres. Funérailles au village, cercueil de chêne simple, curé provençal psalmodiant sous un ciel de plomb. Claire, veuve éplorée, s'accrocha, il t'aimait, à sa façon. Façon. Toujours. Mais le deuil forgea, nous vendîmes le vin ombre réparé en édition limitée, étiquette dédiée à lui. L'argent? Don à une association pour enfants abandonnés. Ironie poétique. Seul avec Claire, le château prit une teinte mélancolique, dîner pour deux, conversation tardive sur des chagrins enfouis. Elle confessa, je t'ai envié, parfois. Ta force. Envie? Maman, c'était survie. Hiver 2029, notre premier Noël sans lui. Pas de verrou, mais une porte grande ouverte. Elle arriva avec une valise et un tableau inachevé, notre portrait, esquissé en moi, bras tendus, elle, ombre se fondant. Veillée, bûche allumée, chants hésitants. À minuit, larmes communes, pardon, murmura-t-elle. Accepté, répondis-je. Pas total, mais suffisant. Vie reprit, Claire s'installa au domaine, peignant, moi, élargissant l'empire, mais ancrant des racines. Un amour naquit, timide, une sommelière d'Avignon, au rire comme du vin pétillant, qui vit au-delà des armures. Noël suivant, table pleine, enfant potentiel en germe. La revanche? Un chapitre clos, mais enseignant, l'humain est limite, et la poussée révèle non la bête, mais l'homme. Assis sur la terrasse, un soir d'été 2030, verre à la main, je toste aux ombres, à nous. Imparfait, mais ensemble.